Je voulais tellement avoir des enfants dans ma vie que toute ma concentration est sur eux. Une femme qui est attirante. Qu'est-ce que c'est pour vous? Une femme attirante pour vous. 2 semaines après avoir rayonné au Festival du film de Venise, Sophia Loren a été admise d'urgence pour une opération. La chute dans sa salle de bain n'était pas qu'un simple glissement, mais un accident dévastateur qui a brisé plusieurs os. La déclaration de ses agents semblait trop prudente lorsqu'ils ont dit que la guérison prendrait du temps. Depuis lors, de fausses histoires de décès ont inondé Internet alors qu'elle restait cachée. Mais si vous regardez attentivement la vidéo, vous remarquerez à quel point elle serre fermement sa canne. Quelque chose a changé chez la femme qui disait autrefois que l'âge n'était qu'un chiffre. Sofia Costanza, Brida Villani Chicolone, est née le 20 septembre 1934 à Rome sous un nuage de honte. L'hôpital où elle a été mise au monde n'était pas un hôpital ordinaire. Il était destiné aux mères célibataires. Dans l'Italie catholique des années 1930, cela seul faisait de sa naissance un scandale. Sa mère, Ramililda, était une belle femme qui rêvait de jouer la comédie et était souvent comparée à Greta Garbo. Mais quel que soit son apparence ou son talent, elle ne pouvait pas cacher le fait que sa fille était née hors mariage. Cette étiquette a suivi Sofia pendant des années. Même l'hôpital avait une réputation. C'était un endroit où la société envoyait discrètement ces femmes déchues pour accoucher secret. Dès son premier souffle, la vie de Sofia a été mêlée de murmures et de jugements. L'homme responsable de tout cela, Riccardo Colonna Murillo, n'est pas simplement parti. Il a disparu. Il a travaillé pour les chemins de fer nationaux pendant un certain temps. Mais surtout, il était déjà marié lorsqu'il a commencé à fréquenter Ramilda. Lorsqu'elle est tombée enceinte, il a refusé de l'épouser ou même de rester dans les parages. Il a laissé Ramilda et le bébé se débrouiller seuls. Sofia n'a vu son père que 3 fois. Une fois quand elle avait 5 ans, une autre fois à 17 ans, et une dernière fois en 1976, quand il était sur son lit de mort. Cette dernière rencontre a été courte. Elle lui a dit qu'elle lui pardonnait, mais elle n'a jamais oublié ce qu'il avait fait. Même après être devenue l'une des actrices les plus célèbres au monde, il n'a montré aucun intérêt à faire partie de sa vie. Et pourtant, Sofia a fait plus tard quelque chose d'étrange. Elle a affirmé que son père était issu de la noblesse. Dans son autobiographie, elle s'est attribué des titres comme vicomtesse de Puzols et marquise de Licata. Que ces affirmations soient vraies ou non, n'avaient pas d'importance. C'était une façon de réécrire l'histoire. Au lieu d'être l'enfant non désiré d'un homme infidèle, elle s'est transformée quelqu'un avec du sang aristocratique. C'était sa façon de transformer la douleur fierté. L'homme même qui l'avait rejetée est devenu, selon ses termes, la source de sa dignité. C'était comme mettre une couronne sur la tête d'un enfant qui avait autrefois été ignoré. La douleur ne s'est pas arrêtée à Sofia. 1938, sa sœur cadette Maria est née, et leur père a même refusé de signer son acte de naissance. Cela signifiait que Maria n'avait aucun droit légal à son nom. La cruauté de cette décision a laissé une cicatrice profonde. Lorsque Sofia a connu le succès, elle a utilisé son argent pour acheter quelque chose de plus important que la gloire. Elle a payé Riccardo pour qu'il reconnaisse légalement Maria. C'était un accord discret, mais cela signifiait tout. Maria pouvait enfin porter le nom de Sicilone. Sofia ne le faisait pas seulement pour les papiers. Elle le faisait pour que sa sœur n'ait pas à grandir entendant des blagues cruelles ou se faisant rappeler quotidiennement que leur père l'avait rejetée. À la fin de la guerre, la famille avait été poussée à bout. Ils sont retournés à Poti sans rien. La grand-mère de Sofia, Louisa, a transformé leur salon en bar clandestin, vendant de la liqueur de cerise faite maison.
Ce n'était pas seulement un travail d'appoint, c'était leur moyen de survivre. Rilda jouait du piano. Maria chantait pour divertir les clients, et Sofia servait aux tables et faisait la vaisselle. Elle était à peine adolescente, mais elle savait déjà ce que signifiait travailler pour survivre. L'endroit s'est rempli de soldats américains, principalement des GI stationnés à proximité. Ils ont apporté de l'argent, de la nourriture et des histoires d'un autre monde. Un jour 1934, la guerre est revenue s'écraser sur eux. Sofia avait 10 ans lorsque des avions alliés ont bombardé Poti. Alors que les gens couraient s'abriter, un éclat d'obus lui a entaillé le menton. Cela a laissé une cicatrice permanente. Elle a survécu, mais le traumatisme ne l'a jamais quittée. Même adulte, elle ne pouvait pas dormir dans le noir. Tout au long de sa carrière d'actrice, les maquilleurs ont travaillé dur pour cacher la cicatrice. Mais elle a toujours su qu'elle était là. Ce moment, cette explosion, cette cicatrice, tout cela était resté avec elle, façonnant non seulement son visage, mais aussi son esprit. Cela lui a donné quelque chose à exploiter dans les films émotionnels, particuliers lorsqu'elle incarnait des femmes déchirées par la guerre. La ville de Poti a été bombardée à plusieurs reprises parce qu'elle se trouvait près d'un port militaire et d'une usine de munitions. Les avions ont ciblé la zone encore et encore. Les gens vivaient dans la peur chaque jour. Lorsque les bombes tombaient, les familles couraient car à se cacher dans des tunnels de train, sombres, froids et remplis de rats. C'est là que Sofia a passé de nombreuses nuits de son enfance, blottie dans le noir, attendant que les explosions cessent. Le volcan voisin, Sulfatara, était une autre source de peur. Les gens croyaient que s'il était touché, toute la zone exploserait. Pendant 5 ans, Sofia a vécu dans une peur constante, non seulement de la guerre, mais aussi d'une destruction totale. Après l'incident de l'éclat d'obus, sa mère a eu assez. Elle a pris ses 2 filles et s'est enfuie à Naples. Elles ont tout laissé derrière elles. Une fois villes, elles ont dû supplier des parents éloignés de leur donner un endroit où rester. Ce n'était pas seulement inconfortable, c'était humiliant. Plusieurs familles s'entassaient dans de minuscules appartements, chacun luttant pour survivre. Sofia a vu sa mère pleurer demandant de la nourriture et un abri. La filleja, qui remporterait un jour un Oscar, n'était qu'un autre enfant sans foyer, regardant sa mère implorer la pitié. 1945, la guerre était finie. Mais les dégâts étaient faits. Leur ville était ruine. Les emplois avaient disparu. La nourriture était rare. Le bar clandestin de liqueur de cerise a repris vie. Sofia, maintenant âgée de 11 ans, travaillait tous les jours. Elle nettoyait, servait et faisait tout ce qu'il fallait. La faim était un problème quotidien. Parfois, tout ce qu'elles avaient était du pain sec. Elle s'est couchée l'estomac vide plus de nuits qu'elle ne pouvait compter. Mais même alors, elle a appris à survivre. Les adultes autour d'elle étaient bruyants, ivres et rudes, mais elle a appris à les gérer. Cette force l'aiderait plus tard à gérer les agents, les producteurs et toutes les pressions de la célébrité. Elle n'avait que 14 ans, une adolescente maigre et timide d'une ville bombardée près de Naples. Mais lorsque Sofia Cicolone est entrée dans ce concours de beauté 1950, quelque chose a changé. Elle n'utilisait même pas son vrai nom. Elle s'appelait Sofia Lazero et portait l'écharpe de candidate du Lazio numéro 2. Personne ne s'attendait à grand-chose. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle s'est hissée parmi les 3 premières. Elle n'a pas remporté le titre principal, mais ils lui ont donné quelque chose d'aussi important. Miss Élégance 1950. Ce titre était assorti d'une récompense argent, et cet argent a tout changé. Il lui a donné, à elle et à sa mère, Rilda, un billet pour sortir de la pauvreté et un retour à Rome. Pour elle,
ce n'était pas seulement un concours de beauté. C'était une évasion. Quelques années auparavant, elles avaient survécu au bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une de ces bombes a laissé à Sofia une cicatrice sur le menton. Ses camarades de classe se moquaient d'elle. Ils l'appelaient « cure-dent ». Mais cette nuit-là, Talon et pleine d'espoir, elle n'était plus une blague. Elle était une étoile montante. Un an plus tard, septembre 1951, tout a de nouveau changé. Elle avait seulement 16 ans. Il avait 37. Carlo Ponti, déjà un puissant producteur de films avec une femme et 2 enfants, l'a repérée lors d'un autre concours. Même pas sur scène, juste assise à une table avec des amis dans un restaurant près du Colisée. Il ne pouvait pas la quitter des yeux. Elle l'a éconduit lorsqu'il lui a d'abord demandé de participer. Alors, il a envoyé une 2e lettre par l'intermédiaire d'un serveur. Cette fois, elle a dit oui. Elle est arrivée 2e, et c'était suffisant pour Ponti. Il lui a offert un contrat de film de 7 ans le soir même. Il a dit que c'était pour sa carrière. Mais des années plus tard, il a admis « J'ai tout fait par amour pour Sofia ». Son influence était totale. Il lui disait comment s'habiller, comment parler, quoi lire. Il ne façonnait pas seulement une carrière. Il sculptait une personne. La première chose qu'il a changée, c'est son nom. Sofia Cicolone sonnait trop italien, trop prolétaire, trop réel. Alors, avec un autre producteur, Gifredo Lombardo, il a créé quelque chose de plus commercialisable, quelque chose qui pourrait se vendre dans le monde entier. Sofia Loren, une variante de l'actrice suédoise Mera Toan, un nom qui sonnait glamour, international, intemporel. Avant cela, elle avait utilisé Sofia Lazero, un nom dont les gens plaisantaient, parce que son corps pouvait ressusciter les morts. Mais maintenant, elle était complètement renommée. La file de Podi avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un créé pour le cinéma. 1966, Hollywood a appelé. Paramount Pictures lui a offert un contrat de 5 films, quelque chose d'inédit pour une actrice étrangère. Elle travaillait déjà dans des films italiens depuis 6 ans, mais c'était sa vraie chance. L'accord l'a lancée dans des films comme Orgueil et passion avec Cary Grant et Frank Sinatra et La péniche du bonheur 1958. L'un de ces films avait un budget de 3,7 millions de dollars, une somme énorme à l'époque. L'Amérique est tombée amoureuse d'elle rapidement. Elle n'était pas juste un autre joli visage d'Europe. Elle avait de la présence et elle pouvait jouer. Alors que le monde la regardait grandir à l'écran, Ponti travaillait coulisses, construisant un personnage. Lorraine n'était pas Marilyn Monroe. Elle n'était ni blonde ni fragile. Elle était audacieuse, aux cheveux noirs et sans vergogne sensuelle. Dans Le garçon sur un dauphin, sa taille a causé des problèmes. Alan Ladd a dû se tenir dans des tranchées pour paraître plus grand. Mais cela n'avait pas d'importance. Le public l'adorait. Ses films rapportaient de l'argent. Et à la fin des années 50, elle était l'actrice la mieux payée d'Europe, empochant des chèques de paye de plusieurs millions de dollars. Ponti était prêt à tout pour l'épouser, même si cela signifiait enfreindre la loi. 1957, il a organisé un divorce mexicain secret de sa femme et un mariage par procuration avec Lorraine. Ils n'ont même pas assisté. 2 avocats se sont tenus à leur place. Ils ont découvert qu'ils étaient mariés par le biais d'un journal. Ponti pensait que le divorce mexicain serait reconnu. Il avait tort. L'Italie a refusé de l'accepter. 1965, un tribunal italien a déclaré leur mariage invalide. Ce fut un désastre juridique qui a causé des années de bataille et des milliers d'honoraires. 1962, les choses ont empiré. L'Italie les a tous les 2 accusés de bigamie. S'ils étaient reconnus coupables, ils risquaient jusqu'à 5 ans de prison. Une femme nommée Luisa Brambilla, une femme au foyer ordinaire de Milan,
a porté plainte. Elle pensait que les célébrités devraient être tenues responsables. Soudain, Lorraine et Ponty étaient des fugitifs dans leur propre pays. Ils ont dû vivre à l'étranger. Nous aurions dû être lune de miel, a déclaré Lorraine plus tard. Mais je me souviens juste avoir pleuré pendant des heures. Ce n'est que 1966 qu'ils ont trouvé la paix devenant citoyens français, approuvé personnellement par le Premier ministre français. Lorraine n'a pas laissé la douleur l'arrêter. 1960, elle a joué dans La paysanne aux pieds nus, un rôle qui a rouvert de vieilles blessures. Elle avait déjà vécu cette horreur auparavant. Bombardements, famine, se cacher dans des tunnels. Pour se préparer au rôle de Césira, une mère essayant de protéger sa fille pendant la guerre, elle est allée puiser profondément dans ses souvenirs. Les nuits de peur, l'odeur de la poussière, le courage de sa mère. Réalisé par Vittorio De Sica, c'est devenu sa performance la plus puissante. Et puis l'histoire est arrivée. Le 9 avril 1962, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. C'était la première fois que l'Académie décernait le prix à quelqu'un dans un film langue non anglaise. Elle avait 27 ans. Elle a battu des légendes comme Audrey Hepburn et Natalie Wood. Elle n'est même pas allée à la cérémonie. Elle est restée à la maison, trop nerveuse pour affronter les projecteurs. C'est Cary Grant qui l'a appelée pour lui annoncer la nouvelle. Elle avait brisé une barrière qui durait depuis 1929. Italie, elle n'était pas seulement une star, elle était la star. Lorraine a remporté 7 prix David di Donatello de la meilleure actrice. Personne d'autre ne s'approche. Elle a remporté son premier 1961 et son plus récent 2020, après de 60 ans d'intervalle. Cette dernière victoire pour la vie devant soi est survenue à l'âge de 86 ans. Il a été réalisé par son fils. Elle jouait une survivante de l'Holocauste. « Je ne peux pas vivre sans le cinéma », a-t-elle déclaré ce soir-là, et le public l'a cru. Mais certains de ses meilleurs travaux sont issus de ses collaborations avec Vittorio De Sica. Il a vu quelque chose, elle, très tôt, la castant dans l'or de Naples, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Elle jouait une vendeuse de pizza qui perd sa bague. Un petit rôle, mais inoubliable. De Sica l'a aidé à trouver une profondeur émotionnelle, surtout dans La paysanne aux pieds nus. Ils ont travaillé ensemble sur Hier, Aujourd'hui et Demain et Mariage à l'italienne. Sa direction a fait ressortir sa vérité et leurs films ont défini l'âge d'or du cinéma italien. Puis il y a eu Marcello Mastroianni. Leur chimie a illuminé l'écran. Ils ont joué ensemble pour la première fois, 1954. Au fil des ans, ils ont fait plus de 10 films ensemble. Lorraine a dit un jour, « Chaque fois qu'on m'offrait un film avec Marcello, je ne lisais même pas le scénario. Je disais juste « oui ». Il n'a jamais appris ses répliques. Il arrivait et disait « Qu'est-ce que je suis censé dire maintenant ?» Mais ça a marché. Ils étaient électriques. Leur dernier grand film ensemble, Une journée particulière, a montré un côté différent. Pas de romance, juste une connexion brute. Elle était une femme au foyer fatiguée. Il était son voisin gay. Et ils étaient inoubliables. Cary Grant avait 53 ans lorsqu'il est tombé éperdument amoureux de Sophia Loren. Elle n'avait que 23 ans. C'est arrivé sur le plateau de Orgueil et Passion 1957. Grant était déjà marié à sa 3e femme. Une femme. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Il était attiré par la beauté, l'élégance et la jeunesse de Laurent. Leur liaison a commencé discrètement pendant le tournage Espagne-Pelé. Grant était épris et tout le monde autour de lui pouvait le voir. Lors de leur dernière nuit de tournage, alors que le soleil se couchait sur les collines, Grant avait l'air plus sérieux que d'habitude. Il s'est tourné vers elle et a dit « Voulez-vous m'épouser ?» Lorraine s'est figée. Elle a dit plus tard qu'elle avait l'impression d'être dans un film et qu'elle avait oublié ses répliques. Grant ne plaisantait pas.
Il lui a dit qu'il pouvait se marier d'abord et régler tout le reste plus tard. Il a envoyé des lettres, il a envoyé des cadeaux. Mais cela n'a pas d'importance. Lorraine a choisi Carlo Ponti. Carrie appartenait à un autre monde. Elle a dit que ce rejet avait brisé Grant. Il avait dit qu'il abandonnerait tout pour elle, mais elle s'est éloignée. Alors que sa beauté était célébrée dans le monde entier, Sophia Loren se brisait tranquillement à l'intérieur. À l'âge de 29 ans, son rêve de devenir mère était devenu une obsession. Sur les plateaux de tournage, elle se liait d'amitié avec les jeunes acteurs, les serrait contre elle et restait contact longtemps après le tournage. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte pendant hier, aujourd'hui et demain, la tragédie a frappé. Après avoir tourné une scène de voiture à Milan, elle s'est effondrée de douleur et a fait une fausse couche. L'odeur stérile de l'hôpital, les murs blancs, les lumières crues, tout cela s'est gravé dans sa mémoire. 4 ans plus tard, cela s'est reproduit lors du tournage de Le plus beau des miracles. Une autre fausse couche. Et cette fois, le médecin a été cruel. « Vous n'aurez jamais d'enfant », lui a-t-il dit froidement. Sophia a sombré dans une profonde tristesse. Carlo Ponti, son mari, est devenu tellement déprimé qu'il ne pouvait plus travailler, ni même sourire. Lorraine a dit qu'elle se sentait comme un échec. La gloire ne signifiait rien. Elle enviait les nouvelles mères qu'elle voyait à l'hôpital. Elle avait tout sauf la seule chose qu'elle désirait vraiment. L'homme qu'elle avait choisi plutôt que Cary Grant n'était pas seulement son mari, il était son réalisateur, son producteur, son guide, son professeur. Carlo Ponti avait 22 ans de plus qu'elle. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle n'avait que 15 ans. Il avait 37 et était déjà une figure puissante du cinéma italien. Il lui a dit « J'ai un bon œil pour le talent. » Et il n'avait pas tort. Il l'a engagé 1953 et a pris le contrôle. Il choisissait ses vêtements. Il choisissait ses scénarios. Il a façonné sa voix, ses manières, même les livres qu'elle lisait. Elle a admis plus tard « Sans lui, je n'aurais jamais été une femme complète. » Il est devenu tout pour elle. 56 ans, ils ont réalisé 37 films ensemble. Elle a grandi sous son commandement. Et même lorsqu'elle est devenue une star, son contrôle ne s'est jamais estompé. Lorsqu'il est décédé 2007, à l'âge de 94 ans, cette emprise s'est finalement relâchée. Mais elle avait duré toute une vie. Ce n'était pas seulement du contrôle. C'était quelque chose de plus profond. Lorraine a avoué plus tard ce que beaucoup avaient deviné. Elle voyait Ponti non seulement comme un mari, mais comme une figure paternelle. Son propre père l'avait abandonnée. Il allait et venait sans se soucier d'elle ni de sa sœur. Elle n'a jamais vraiment eu de père. Alors, lorsqu'elle a rencontré Ponti, elle a trouvé la sécurité. « J'avais besoin de protection », a-t-elle dit. Il me faisait sentir sereine. C'est pourquoi elle n'a pas pu choisir Cary Grant. Elle ne courait pas après la romance. Elle avait besoin de stabilité. Et Ponti lui a donné cela. Même si cela avait un coût, leur amour a duré 42 ans, bien qu'il ait commencé dans la controverse. Ils se sont mariés pour la première fois par procuration au Mexique 1957. Mais l'Italie ne reconnaissait pas le divorce. Et Ponti était toujours légalement marié. Les tribunaux ont déclaré leur mariage invalide. L'Église catholique les a menacés d'excommunication. Alors ils ont fui l'Italie. Ils ont renoncé à leur citoyenneté et sont devenus citoyens français. 1966, ils se sont mariés à nouveau, cette fois légalement. Ils ont eu 2 fils, Carlo Jr. 1968 et Eduardo 1963. Leur mariage a survécu aux menaces, aux procès et aux scandales. Et lorsque Ponti est décédé, Lorraine a dit « On ne se remet jamais de ce genre de sentiments ». 2 ans plus tard,
Lorsqu'on lui a demandé si elle se remarierait un jour, sa réponse a été définitive. Non, plus jamais. 2020, après une pause de 10 ans dans sa carrière d'actrice, Sophia Loren est revenue à l'écran à l'âge de 86 ans. Le film était La vie devant soi, réalisé par son fils, Eduardo Ponti. C'est devenu une sensation Netflix, atteignant le top 10 dans 37 pays. Loren a joué Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste et ancienne prostituée qui s'occupait d'enfants immigrés dans le sud de l'Italie. Les critiques ont adoré. Le film a obtenu une note de 92% sur Rotten Tomatoes. Loren a remporté plusieurs prix, dont le David di Donatello et le prix de la meilleure actrice de l'AARP. Même la chanson originale du film a obtenu une nomination aux Oscars. Pour Loren, ce fut un retour force. Elle a montré que l'âge n'avait pas d'importance. Son talent ne s'était jamais estompé. 2 ans plus tard, 2024, elle a de nouveau stupéfié tout le monde. À 90 ans, elle a déclaré « J'espère ne jamais prendre ma retraite ». Elle a déclaré aux journalistes qu'elle ne pensait pas à son héritage. Elle pensait à son prochain film. Ces mots ont secoué Hollywood. Elle jouait la comédie depuis 75 ans. Mais elle avait toujours faim. Elle rêvait toujours. Alors que d'autres ralentissaient, Loren a refusé de s'arrêter. Elle a dit qu'elle se sentait chanceuse de pouvoir encore faire ce qu'elle aimait. Pour elle, l'âge n'était qu'un chiffre. Et derrière cet esprit se cachait une règle qu'elle suivait. Pas de plan B. Dans cette même interview de 2024, elle a dit quelque chose que peu oseraient dire. « N'ayez jamais de plan B », a-t-elle averti. Lorsque vous êtes confronté à un problème, vous trouvez la solution parce que vous n'avez pas le choix. Cette idée, née de son enfance difficile dans l'Italie déchirée par la guerre, a guidé toute sa vie. Née 1934 sous le nom de Sophia Cyclone, elle est devenue la première femme à remporter un Oscar pour un rôle non anglophone 1962. Son engagement farouche l'a aidé à surmonter les chagrins d'amour, les rejets et les rôles manqués, dont un célèbre dans Dynasty. Pourtant, elle a continué, toujours avant, toujours avec le plan A. 2018, les gens ont commencé à chuchoter qu'elle avait terminé, que Loren avait pris sa retraite. Elle n'avait pas joué dans un film important depuis 2009, et ils ont souligné sa pause antérieure dans les années 1980, lorsqu'elle a choisi de rester à la maison avec ses fils. À l'époque, elle avait dit « J'ai 2 enfants, mais je ne les vois jamais ». Alors, elle a reculé. Beaucoup pensaient qu'elle avait reculé pour de bon, mais ils avaient tort. Lorsque La vie devant soi a débarqué sur Netflix, ces rumeurs se sont évanouies. Son absence n'était pas une retraite, c'était de la patience. Ce même retour a également révélé quelque chose de beau. Une collaboration mère-fils qui a défié tous les clichés. La vie devant soi était le 3e projet de Sophia et Eduardo ensemble. Et c'était leur meilleur. Loren a dit « Travailler avec lui a donné une sorte de paix unique. Il ne me laisse pas m'arrêter tant que je ne lui ai pas donné le meilleur de moi-même. » Elle a dit qu'il savait sur quel bouton appuyer. Elle lui faisait entièrement confiance. Et il a réalisé un film qui a prouvé à nouveau que les critiques avaient tort. À 86 ans, elle a donné l'une des performances les plus puissantes de sa carrière. Un critique l'a qualifiée d'extraordinaire. Ce n'était pas une faveur à son fils. C'était une masterclass de jeu d'acteur. Et cela a montré que son feu brûlait toujours. Non pas par nostalgie, mais par pure passion. Ensemble, ils ont créé quelque chose d'intemporel. Le 24 septembre 2023, seulement 4 jours après avoir fêté ses 89 ans, Sophia Loren est tombée dans sa salle de bain de sa villa, près du lac Léman. La chute a été brutale. Elle s'est fracturé la hanche et s'est cassé gravement le fémur. C'est arrivé si soudainement, au milieu de ce qui aurait dû être une période de joie. Quelques semaines plus tôt,
Elle rayonnait dans un tailleur pantalon ivoire au Festival du film de Venise, assise au premier rang du défilé de Giorgio Armani. Maintenant, elle était admise d'urgence pour une opération. Son agent a confirmé que l'opération s'était bien déroulée, mais a déclaré que la guérison prendrait du temps. Cette même semaine, elle a dû annuler l'ouverture grande pompe de son 4e restaurant à Bari, Italie. Les médecins ont dû opérer plusieurs fractures lors de cette intervention. C'était l'une des plus graves crises de santé qu'elle ait jamais connues. Ses 2 fils, Carlo Jr. et Eduardo, se sont immédiatement envolés. Carlo avait 55 ans et Eduardo, 51 ans à l'époque. Ils sont restés à ses côtés à l'hôpital suisse. Pour une actrice qui était restée vive et forte jusqu'à la fin de ses 80 ans, c'était un virage difficile. Son agent a averti les fans que la guérison prendrait des mois. Il n'était pas question de savoir quand elle quitterait l'hôpital. Il était clair que ce n'était pas juste une autre chute. C'était une bataille. Et pendant que Lauren se battait pour guérir, Internet a fait quelque chose de cruel. Des rumeurs ont commencé à se répandre. Des sites web et des publications sur les réseaux sociaux ont commencé à affirmer qu'elle était morte. Ils ont utilisé de fausses nécrologies, ont même affirmé qu'elle avait un cancer du cerveau. Rien de tout cela n'était vrai, mais les mensonges se sont répandus rapidement, plus vite que la vérité. 2021. Un faux tweet sur sa mort était devenu viral avec plus de 50 000 partages avant d'être démasqué. Fin 2023, les recherches Google ont montré plus de fausses histoires que de vraies. Même si des vérificateurs de faits comme Snopes et Reuters sont intervenus, les gens ont continué à partager les canulars. Les chercheurs ont constaté que près de 40% des nouvelles de célébrités lignes provenaient de sources qui n'étaient même pas vérifiées. Puis, mai 2024, quelque chose de beau s'est produit. Lauren a été revue publique. Le 29 mai, elle est allée dîner au Cipriani à West Hollywood. C'était 8 mois après la chute. Elle portait un blazer à imprimer léopard, un pantalon noir et des lunettes or rose. Ses boucles étaient parfaitement coiffées. Elle avait l'air élégante, forte et vivante. Elle a souri aux fans et a tenu une canne noire et blanche décorée avec style. Son fils l'a qualifiée d'étincelante. Cette canne n'était pas seulement pour l'équilibre. C'était un symbole. Sophia Loren ne disparaissait pas. Elle revenait dans le monde selon ses propres conditions. Seulement 3 jours après son opération 2023, elle avait déjà remercié ses fans par l'intermédiaire de son agent. Elle a dit « Je remercie tout le monde pour la proximité et l'affection qu'ils me témoignent. Je vais mieux. Il suffit de faire de la rééducation et de m'accorder une période de repos. » Le message était court mais puissant. Elle ne s'est pas cachée derrière des attachés de presse. Elle a fait preuve de grâce, même pendant sa guérison. Ce message a également été partagé par l'équipe de son restaurant. La même équipe qui avait annoncé sa chute. Il a annoncé au monde qu'elle n'abandonnait pas, qu'elle ralentissait simplement. Septembre 2024, elle avait 90 ans et elle ne les a pas passés tranquillement. Giorgio Armani, également âgé de 90 ans, a organisé un dîner privé pour elle. Une vidéo de la soirée a montré Lauren rayonnante dans une robe argentée scintillante avec des diamants autour du cou. Lorsque les invités ont chanté « Happy Birthday », elle a couvert son visage de surprises joyeuses, puis a applaudi avec la foule. Armani a publié de vieilles photos noir et blanc d'eux ensemble. Elle embrassant sa joue, elle s'appuyant sur son épaule. C'était plus qu'un anniversaire. C'était un hommage à la survie, à la beauté et à un lien qui durait depuis des décennies. Cette célébration ne se résumait pas à fêter ses 90 ans. Il s'agissait de se relever de la douleur, de sourire à travers les cicatrices et de rappeler au monde que Sophia Loren avait toujours son éclat.